Richard Martineau. Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Alors, il y a un chasseur qui a tué accidentellement un homme. Il disait qu'il croyait que c'était un cerf. Il pensait que c'était un cerf. C'était en pleine nuit. Puis ça a l'air que tu n'as pas le droit, je pense, de chasser. D'ailleurs, déjà, il a commis une faute, là, chasser en pleine nuit. Mais bref, il voyait pas trop clair. Fait qu'il a tiré. Puis il pensait que c'était un cerf. C'était un homme. Puis il l'a tué accidentellement. Le gars vient de sortir de prison 2 tiers de sa peine parce que c'est comme ça. Hein. Il a été condamné à 18 mois, mais on sait qu'au Canada, aux 2 tiers de ta peine, automatiquement, tu sors. Donc, il est sorti après seulement 12 mois. On va parler de ça, de tirer sur des gens à la chasse. Est-ce que ça arrive souvent? Quelles sont les règles de sécurité? On va parler avec Steve Turkinator Tardif. C'est un chasseur, il avait déjà parlé. C'est le pire ennemi des dindons sauvages. Il est aussi conférencier. Il est avec nous. Steve, salut. Salut Richard, ça va bien? Ça va bien. Il me semble qu'on voit ça dans les mauvais films policiers ou les livres policiers. Tu sais, quelqu'un qui veut se débarrasser, mettons, de je sais pas, son beau-frère, il l'amène à la chasse. Puis là, il va tirer dessus en disant c'est une erreur, je suis désolé, j'ai une balle perdue, je croyais que c'était un dindon sauvage. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Steve? Ben, d'entrée de jeu, je dirais que, bon, premièrement, l'acte a été commis de nuit. Tu sais, c'est sûr que le but, c'était de tirer un chevreuil avec une arme de chasse, mais tu sais, on le catégorise comme un chasseur, mais c'est pas mal plus. C'est un geste de braconnage. Donc, Ben c'est un oui. braconnier qui a chassé de nuit. Donc, évidemment qu'il y a différentes règles et normes de sécurité lorsqu'on utilise une arme à feu. Et dans ce cas-ci, tu sais, c'est difficile de dire, tu sais, le geste qu'il a commis était un crime, tout simplement. Mais si on revient à la chasse, la première règle de base qu'on nous enseigne quand on suit notre cours de maniement d'armes à feu, c'est de toujours considérer que l'arme est chargée, tu sais, et de ne jamais la pointer sur soi ou Ben oui. sur quiconque. C'est de toujours bien manipuler euh, l'arme de façon sécuritaire. Écoute, tu dis que c'est du braconnage tiré la nuit. On interdit la chasse la nuit. Pourquoi? Pour des règles de sécurité, pour protéger Entre autres. les êtres humains, ou alors parce qu'on dit que c'est pas juste parce que l'animal peut pas te voir. C'est quoi? Ah ben, il y a un peu de tout ça. Tu sais, c'est sûr qu'après ma base, c'est les règles de sécurité qu'il faut respecter. C'est dangereux de chasser de nuit. Et certaines espèces pourraient être vulnérables. Tu sais, veut pas. Aujourd'hui, on a une technologie de vision nocturne, de vision thermique en plus qui peuvent s'installer sur différents télescopes. Donc, ce qui peut faciliter la vie des chasseurs Hmm. ou la vie, malheureusement, comme dans le cas qu'on discute présentement, la vie d'un braconnier. Écoute, quand tu as un permis de chasse, parce que tu peux pas aller chasser comme ça, tu as besoin d'un permis de chasse, est-ce qu'il faut que tu démontres que tu as eu un cours de maniement d'armes, puis que tu es passé par un cours sur la sécurité, etc., pour avoir ton permis? Oui, oui, tout à fait. Il y a le cours de maniement d'armes qu'on appelle le certificat du chasseur, qui est un cours d'un week-end complet que tout chasseur doit faire pour entreprendre sa carrière de chasseur. À partir de l'âge de 12 ans, on peut être éligible à suivre ce cours et c'est un cours qui nous enseigne les différentes règles d'utilisation d'une arme à feu ainsi que on dirait les grandes lignes des différents règlements de la chasse et de Oui. comment se comporter en forêt aussi. Tu sais. On parlait aussi de bien identifier sa cible, toujours de bien identifier sa cible avant de tirer. Et pas juste identifier sa cible, d'identifier comment je dirais ça, le background en arrière, de Ben oui. s'assurer qu'on ne tire pas en direction d'une route ou d'une maison ou d'un bâtiment quelconque. Écoute, Certaines tu peux pas chasses vont tirer parce que exiger. tu vois quelque chose bouger, là, puis tu tires dessus. Ben Ben non, non, il faut que tu sois sûr que c'est l'animal en question. tout à fait. Puis certaines chasses vont exiger aussi le port d'un dossard. Fait qu'un dossard qui va être orange Ben fluorescent, oui. qui va devoir respecter certaines dimensions pour être visible aux yeux d'un non-chasseur. Mais tu sais, dans le cas, je reviens encore dans ce cas-là, on parle d'un acte de braconnage commis de nuit parce que oui, c'est pas des accidents qui arrivent fréquemment, mais si on mettons on fait le cumul
la chasse en Amérique du Nord, que ce soit aux États-Unis, puis on additionne le Canada à tout ça, c'est des incidents qui arrivent annuellement à quelques occasions. Ben, Steve, j'imagine, il y a des chasseurs qui vont dire, oui, là, ben, tu sais, des chasseurs amateurs, là, qui vont dire, ben, je suis pas pour porter un brassard qui va m'identifier de très loin parce que l'animal va pouvoir me voir. Puis l'idée, c'est de justement de me cacher pour pas qu'il me voie. Mais c'est sûr que, ouais, comme la dernière fois qu'on s'est parlé, on parlait de chasse au dindon. À la chasse au dindon, les chasseurs ne sont pas tenus de porter de dossard parce que, bon, le dindon possédant une vision exceptionnelle peut voir pratiquement le même spectre de couleur que l'œil humain. Donc, OK. le fait de s'afficher puis d'avoir une grosse veste orange puis d'avoir quasiment de l'air d'un oralien qui se déplace dans le bois, ça compromet tes chances un peu. Mais Steve, toi, est-ce que tu serais craintif d'aller à la chasse avec quelqu'un? C'est sa première fois, là. C'est la première fois qu'il va à la chasse. Il y a une carabine chargée à côté de toi. Est-ce que tu serais un petit peu sénère? Scénaire, peut-être pas, mais je serais peut-être un peu plus en vigilance. Et ça me rappelle une histoire, il y a plusieurs années, avec un confrère de travail. On a invité justement à la chasse au canard, puis ça faisait deux, trois fois que je lui disais là, qu'il me passait le canon pas loin du visage quand on était dans le Hey. cache, puis on attendait les volées de canard. Puis à un moment donné, j'y avais dit, juste la dernière fois, je t'avertis, prochaine fois, je prends ton fusil, je le décharge, fin de la journée. Ah oui. Fait que le gars, il était nonchalant avec son arme à feu. Puis, il n'aurait pas arrivé un incident. D'ailleurs, un bon ami à moi, un de ses amis, s'est déchargé son arme à feu et en a perdu son pied. Ah oui. Ça Fait que arrive, j'imagine, Steve, j'imagine, ça arrive plus souvent qu'on le pense, ce genre d'accident-là, à la chasse. je te dirais, souvent, peut-être pas, mais Oui. c'est quand même assez fréquent. Euh, à ça, on va rajouter, tu sais, au même principe que la conduite d'un véhicule, des gens qui vont être en facultés affaiblies. Tu sais, je veux dire, la grande majorité des chasseurs sont très responsables et très éthiques. Mais comme dans tout, il y en a qui prennent des risques, sont sous l'influence de certaines substances et là, ont une arme. Tu sais, on le dit souvent, tu sais, Ben tu vas oui. conduire en état d'ébriété, c'est comme si tu avais une arme dans les mains, mais là, c'est carrément ça, tu as une arme dans les mains. Et il peut arriver éventuellement, oui, des accidents puis des Eh, mais ça, incidents, tu c'est sais. irresponsable. Tu sais, Ah, le gars, il est dans sa cache tout seul, puis des fois, là, tu passes des heures dans ta cache, là, tu sais, une petite bière, tu ouvres une petite bière, prends une petite bière, deuxième petite bière, à un moment donné, là, ça devient dangereux en maudit, là. tout à fait, tout à fait. Puis c'est pour ça que c'est important un, quand on va à la chasse, c'est important d'avoir toutes ses facultés. Et deux, aussi, c'est important de s'assurer que s'il y a des gens, là, on dit comme on dit en anglais, des loose cannons dans notre groupe, Hum, là, de recadrer ces gens-là, puis de s'assurer parce que ça peut aller très, très vite, là. Une arme, tu sais, complètement. qui est pas déchargée, qui est mal utilisée, peut devenir tout simplement, peut Et, causer la mort de quelqu'un, tout simplement. Steve, en terminant, là, tu sais, l'affaire des chevreuils de Longueuil, là, il y a trop de chevreuils, il faut les abattre, puis on a décidé de les abattre avec une arbalète. Est-ce que ça aurait été pas plus humain de les tuer avec une arme à feu? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que Ben, est-ce que les animaux souffrent plus lorsqu'ils se font tuer avec une flèche qu'une bonne balle entre les deux yeux puis ils s'en rendent pas compte? évidemment, quand on va tirer, mettons un gros gibier, on va prendre l'exemple d'un chevreuil, généralement, on va tirer dans ce qu'on appelle le coffre. Ça veut dire en arrière de la patte d'en avant, ça va être une zone qui va compromettre le cœur, le foie, le poumon. Et à la carabine, autant avec une arme de jet, que ce soit un arc ou une arbalète, c'est là qu'on va tirer pour s'assurer de la mise à mort du gibier. C'est sûr qu'avec une arme de jet, l'animal va mourir d'une hémorragie. Ça peut prendre quelques minutes avant qu'il soit mort. On s'entend que la mort ne sera pas instantanée comme une arme à feu. On s'entend qu'il y a plus de souffrance. Mais considérant la location du parc ainsi que les habitations autour et les usagers, c'est sûr que ça aurait été pratiquement impossible Hmm. d'autoriser l'usage d'armes à feu à proximité des habitations. Tu sais. Et c'est ça qui a joué peut-être dans le choix justement de Exact. l'arbalète, là.
Moi, je dirais plus que toute la tergiversation qu'il y a eu concernant les serres à Longueuil, si Oui. je me rappelle d'un exemple qui est arrivé à Minneapolis, au Minnesota, où il y avait beaucoup dans les parcs urbains comme ça, qui avaient des grosses populations de chevreuils. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné une formation supplémentaire à des chasseurs. Ils ont procédé à un tirage au sort. Ils ont fait de l'argent avec ça. Ils ont Hein, fermé le parc. Pendant quelques jours, les chasseurs ont été là et hein. annuellement, ils vont prélever les cerfs. Puis, that's it, tout le monde, c'est win-win. Le monde font de l'argent avec ça. Le parc est fermé, genre, du lundi au jeudi, quand il y a moins d'usagers. C'était super, super simple à régler, mais Ben oui, mais pas comment toujours ça qu'on ne simple s'est pas ici. inspiré? Ben c'est ça, c'est jamais simple au Québec. Jamais. C'est jamais simple. C'est jamais Mais simple. bon, Merci beaucoup. on est toujours nos amis les dindons. C'était le Dirty Harry des Dindons Sauvages, Steve Turkinator, tardif. Merci. Oui. En, en passant, Richard, suite à notre entrevue du printemps, il y a plein de choses qui déboulent. Tout. Il y a un livre qui va sortir dans la Oh, prochaine année sur la chasse aux dindons, écrit par votre OK. humble serviteur. Fait que suivez ça, les gens qui nous écoutent, puis Oh non, mais attends, bon automne de quand chasse ça à tout le sort, tu monde. viens nous en parler, tu viens ici, là, avec un dindon. Non seulement je viens t'en parler, Richard, mais je vais même t'inviter parce qu'on va faire un shooting avec un paquet de recettes. Puis si ça te tente de venir goûter, il va y avoir une coupe de chefs. On va être là, on fait une dégustation. Puis printemps prochain, trouve-toi une avant-midi. Puis je pense Je que je vais être t'inviterai là. à la chasse au dindon. OK, je vais être là. Merci, Steve Tardif. Salut. C'est Bye. bon, salut, bye Bye. bye.